route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Stéphane Le Foll avec Michael Zamès, nous avons une avalanche de questions à vous poser ce matin, évidemment les plus pointues, les plus malicieuses et les plus préoccupantes pour les Français. La première est un peu anecdotique, mais est-ce que vous vous attendiez à voir une sorte de ministre associé à votre politique en la personne de Guillaume Garot? Dans le remaniement d'hier, il faut être franc dès qu'on démarre. Dès qu'on démarre, non, je ne m'attendais pas à avoir un ministre délégué, c'était pas... ni dans les discussions que j'avais pu avoir, ni dans ce qui était prévu. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, à la fois parce que Guillaume Garot est un ami, il est mayennais, c'est juste à côté de la Sarthe, et en même temps, sur la question de l'agroalimentaire, ça permettra au ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire, de pouvoir aussi se consacrer en particulier sur la première année qui vient à la réforme de la politique agricole commune à l'échelle de l'Europe. Stéphane Le Foll, vous êtes Michael. puis ministre. Pendant la campagne, François Hollande avait dit qu'il voulait un gouvernement resserré, peut-être à 15 ministres. On en est très loin. C'est vrai qu'on est loin de 15. En même temps, a été respecté des engagements qui avaient été pris sur les questions de parité, sur l'organisation générale de ce gouvernement, avec des ministres et des ministres délégués. 15 avait été évoqué une fois, je m'en souviens. D'ailleurs, ça avait fait... réagir beaucoup, parce que chacun commençait à faire ses propres calculs, mais n'a pas été un engagement qui a été répété et repris. Je ne crois pas que c'était, comment dirais-je, quelque chose sur lequel François Hollande avait pris un engagement définitif. Bon, on a un gouvernement, 38. Il y avait un côté un peu ironique paritaire, dans la question de Michael. Voilà, paritaire, c'est ça l'essentiel. Dans son organisation, avec des ministres de pleine responsabilité, des ministres délégués, je pense qu'aujourd'hui, on a de quoi se mettre au travail. Tout le monde est servi ? Et il y a, tout le monde est servi. Il y aura sûrement des choses que certains pourront critiquer. Il y a des gens qui auraient mérité y être, qui n'y sont pas. Mais globalement, je pense que maintenant, les choses sont en ordre pour se mettre au travail de manière, effective, puisque jusqu'ici, il y avait aussi l'attente des élections législatives. Alors là, je m'adresse directement au ministre de l'Agriculture. Vous avez déjà le groupe Doux sur les bras, beaucoup de problèmes, la politique agricole commune. On a l'impression que la préoccupation générale, dans les jours qui viennent, c'est quand même la sauvegarde de l'euro d'abord et avant tout, et les relations franco-allemandes. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que quelque chose qui tient beaucoup aux Français, d'ailleurs vous écrivez un livre dans ce domaine, vous l'avez écrit récemment, est-ce que vous n'avez pas peur que la politique agricole globalement soit l'oubliée des grandes négociations qui sont en cours actuellement pour essayer de sauver l'euro et l'Europe? Alors moi j'ai peur d'une chose, c'est que l'Europe soit pas à la hauteur du rendez-vous qui est pourtant crucial pour elle, sortir de la crise. Et c'est vrai que ça concerne la politique agricole au premier chef. Il y a deux grandes politiques publiques en Europe aujourd'hui. C'est la politique agricole et la politique de cohésion territoriale. Si jamais, dans les débats qui viennent, l'idée c'est de réduire le budget de l'Europe de manière globale, c'est ces deux politiques qui représentent 80%, 82% du budget qui seront les premières touchées. Donc il va de soi que l'avenir de l'Europe, la question budgétaire ou de ce qu'on appelle le cadre financier européen, ça préoccupe le ministre de l'Agriculture parce que derrière, c'est des enjeux de politique agricole. Je rappelle que le budget, c'est d'abord à mettre au service de grandes politiques publiques et la politique agricole est une grande politique. Mais est-ce que vous avez le sentiment, Stéphane Le Foll, parce que vous êtes très proche de François Hollande, qu'il a les armes pour faire plier Angela Merkel et pour que effectivement on sorte de cette crise de l'euro? Car vous le savez, lors du dernier G20, tous les grandes puissances émergentes nous ont accusés, il faut être clair, d'être d'être dans une situation qui permettrait ou qui risquerait de transformer la situation actuelle justement en crise mondiale. C'est une accusation. Je pense que l'Europe a une responsabilité. Donc quelles sont les armes de Hollande pour la convaincre? L'Europe a une responsabilité majeure. Je pense que ce qui a été important, c'est que ce qu'a dit François Hollande pendant la campagne a fini par avoir de la résonance à l'échelle mondiale. Obama et... Maintenant... Ça n'a pas l'air de l'avoir convaincu, Madame Merkel. Maintenant, il y a un problème, c'est comment on fait pour que en Europe, effectivement, les lignes bougent après ce qui a été fait par le tandem Nicolas Sarkozy-Angela Merkel sur les règles d'austérité, enfin les règles de gestion. Bien, je pense que François Hollande a commencé à faire ce travail. On a pris d'abord une stratégie qui consiste à la fois à avoir un dialogue construit avec l'Allemagne, c'est nécessaire, mais en même temps ne pas oublier d'autres partenaires pour essayer de faire en sorte
cette fois-ci, que ça soit pas uniquement dans une bilatérale qu'on décide pour l'Europe, mais qu'on associe Donc des la pays. stratégie, c'est de l'encercler, Angela Merkel. C'est faire en sorte que l'Europe se prenne en charge de manière collective avec ceux qui vont bien, ceux qui vont un peu moins bien et ceux qui vont mal. C'est comme ça qu'on en sortira. Michael De Foll, vous, le spécialiste des questions européennes, quand Jean-Marc Ayrault, dans un journal allemand, dit les eurobonds, on les remet à plus tard, en tout cas les eurobonds version Paris. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux Allemands ou est-ce qu'on a perdu la bataille? Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les informations que peut avoir Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Je sais une chose, c'est vrai que les eurobonds sont pour les Allemands quelque chose qui les rebute aujourd'hui, dans la mesure où ils ont des taux d'intérêt extrêmement bas. Partager la dette, ça voudrait dire voir leur taux d'intérêt augmenter. Si en plus on leur demande ce qui est nécessaire, une action en termes de solidarité, c'est vrai que ça peut faire beaucoup. Donc ce qu'il faut avoir comme objectif, et c'est ça à mon avis ce qu'a voulu dire Jean-Marc Ayrault, c'est qu'il y a un traitement d'urgence. L'urgence, c'est de permettre à la Banque centrale d'agir rapidement pour éviter des problèmes à la fois bancaires et de dette pour les États. Là-dessus, il y a un vrai sujet. Deuxième urgence, il y a besoin d'investir pour relancer la croissance. Troisième élément, il y a une gestion de la dette commune qui passera, et là, il y a une vraie question qui est posée, par une organisation politique, une gouvernance politique, parce que si on va jusqu'aux eurobonds, il va de soi qu'à ce moment-là, les règles de gouvernance doivent changer, puisqu'on mutualise la dette. Vous avez peut-être lu les journaux, même certainement les journaux ce matin. Il y a une grande partie de la presse. Alors, il y a deux sortes d'attaques. Il y a d'un côté ceux qui considèrent que finalement les promesses sociales, voire les échos sur la hausse du SMIC, ne seront pas totalement tenues parce que la hausse va être modérée. Ça, c'est la principale premier point. Et il y a un deuxième point qui est plutôt dans la presse de droite, au fond, où on considère que personne ne remet en cause votre victoire politique, présidentielle et législative. Mais en revanche, on dit ou on laisse entendre que la politique économique du gouvernement est une sorte de suicide national. Qu'est-ce que vous répondriez à ces deux remarques de la matinée dans la presse? Bon, la droite, parlant de suicide, ça me paraît logique, c'est dans la continuité de ce qui a été fait pendant la campagne présidentielle. Enfin, un gouvernement anti-économique, par exemple Christian Saint-Etienne, qui n'est pas un économiste de droite, vient de démissionner en disant que les propositions de la gauche sont absurdes. Christian, il vient de démissionner de quoi? Du centre d'analyse économique, en disant que l'essentiel des propositions de la gauche, c'était des propositions qui ne tenaient pas le coup. Non, bon, écoutez, ça, il y a un débat, il a eu lieu au moment de la présidentielle. Je me souviens très bien de ce qui a été dit par la droite, elle continue à le dire, ça me paraît logique. On peut pas non plus dire que ce qui était prévu par la droite, hausse de la TVA avec 12 ou 13 milliards d'euros de ponctions supplémentaires, ça serait une politique qui n'aurait pas de conséquences économiques non plus. Hein. Alors, monsieur de Saint-Etienne, je le connais quand même, il est plutôt un théoricien à la fois de l'offre et très libéral. Il y a là à tenir deux objectifs majeurs. Soutien à l'investissement, qui est une condition de la reprise et du pacte productif. Deux, maintien d'un niveau de consommation qui permettent de soutenir un minimum de croissance aujourd'hui. Ça, c'est les deux éléments. Oui, c'est ça qui s'échappe, c'est la croissance. Et troisième point, c'est des recettes supplémentaires qu'il faut trouver à la fois sur les impôts, mais d'une manière juste, c'est tout ce qui a été dit, et la réforme fiscale sera un élément majeur de ce côté-là. Et puis, bien sûr, un sérieux dans la conduite des dépenses de l'État, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir quelques regards laxistes sur ces questions-là. Voilà, c'est ça la ligne. Et je ne vois pas comment, d'ailleurs, elle est tout à fait cohérente avec ce qu'avait dit François Hollande pendant toute la campagne. N'a pas changé là-dessus. Michael Zames. Une seconde sur cette question du SMIC. Vous êtes pris entre le patronat, finalement, et les autres syndicats. Comment est-ce que vous allez faire cette hausse du SMIC? Elle est à peine significative. C'est même pas un coup de pouce, finalement. Il y a un dialogue qui s'est installé. La décision doit être prise avant mardi. Elle doit être prise avant mardi. Je pense que les intérêts sont effectivement toujours contradictoires. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de retrouver un espace de dialogue. Parce qu'il faut que chacun prenne en mesure à la fois et en compte l'intérêt des entreprises, c'est-à-dire la capacité compétitive des entreprises, et en même temps les entreprises doivent savoir qu'une partie de ce qui fait l'activité, ça reste quand même la consommation. Et que jusqu'ici, il n'y a eu aucun coup de pouce sur le SMIC, ce qui fait que ce salaire minimum a été quand même juste revalorisé à la hauteur des points d'indice qui sont calculés de manière régulière. Et donc là, c'est un signe qui est donné de confiance qu'il faut retrouver, parce que je crois que ça coûtera pas cher
redonner de la confiance. Ça coûte pas cher, mais ça peut rapporter très gros, on le sait. Aujourd'hui, les Français épargnent beaucoup, c'est parce qu'ils ont peur. Mais donc donnons-leur confiance. Stéphane Le Foll, je reviens à ce qu'on disait avec Mickaël tout à l'heure et à la une de Libération. Beaucoup de gens disent finalement le tournant de la rigueur en 80, il a fallu 2 ans. Avec Hollande au pouvoir, ça risque de prendre 2 mois. C'est quand même l'hypothèse mise en avant par Libération. Non pas de la faute de François Hollande, mais à cause du contexte économique, la croissance qui s'en va et les fameux 10 milliards qu'on cherche en urgence. Mais quand même, rappelons-nous de la tonalité de la campagne présidentielle. Je ne crois pas qu'on ait dit qu'on allait avoir une politique, même pendant 2 ans, du type de celle qu'avaient mis en œuvre Pierre Mauroy et François Mitterrand, pour, au bout du compte, tomber sur la rigueur en 83. Je ne crois pas on n'a jamais dit ça. Je crois que les Français ont compris qu'il y avait un changement qui allait s'opérer, qu'il allait y avoir des efforts qui allaient être demandés, que ces efforts, si on les demandait, ça serait dans la justice. Ça, je crois que ça a été compris. Maintenant, il y a aussi sûrement des des surprises. Est-ce qu'on qu'il va diminuer le nombre des fonctionnaires? Est-ce qu'on va augmenter on a encore toujours dit que le nombre des fonctionnaires qui serait augmenté se ferait dans un périmètre global pour les fonctionnaires qui serait maintenu. Ça a toujours été clair. Donc si on en manque quelque part, il va falloir diminuer ailleurs. Ça a toujours été dit. Il n'y a pas eu de tricherie là-dessus. Donc on est quand même dans une situation où ce qui va être fait, c'est ce qui a été dit. Mickaël Zalès. En même temps, je mesure aussi qu'il y a des attentes fortes. C'est-à-dire que l'élection qui a eu lieu, des gens attendent vraiment beaucoup de choses, je sais. Je reviens sur ce que vous venez de dire pour juste éclairer un tout petit peu. Ça veut dire que vous ne revenez pas sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, la fameuse loi RGPP? Non, mais ce que je vous dis, c'est ce qui a été dit pendant la campagne présidentielle. Il y a des priorités qui ont été fixées. Il y a donc des embauches qui auront lieu. Eh bien, ces embauches qui auront lieu dans l'éducation nationale, dans la justice et dans la sécurité, eh bien, globalement, l'ensemble du nombre des fonctionnaires ne doit pas augmenter. Donc, il va bien falloir trouver une solution. Et donc, c'est ce qui a été dit. Donc, je répète ce qui a été dit. Ça n'a rien à voir avec un fonctionnaire sur 2, puisque, par définition, ce n'est plus quelque chose qui s'applique de manière absurde et pour tous de la même manière. On est là dans une politique avec des priorités. Mais on sait très bien qu'en termes de dépenses, il faut qu'on maîtrise nos dépenses. Voilà. Je reviens aux questions malicieuses du début. Le Canard enchaîné ce matin dit François Hollande a tous les pouvoirs sauf à la maison. C'est un écho. C'est en écho ce qui est écrit à la une de l'Express, qui est le chef. Est-ce que cette affaire, vous avez le sentiment que politiquement, au-delà de l'anecdote et de l'aspect personnel, est-ce qu'elle vous a fait du mal? Enfin, je parle à l'équipe en général. Non, parce que je regarde les résultats et ce que j'ai entendu sur le terrain, c'est que les Français l'ont entendu. Mais ça n'a pas eu de conséquences. Donc j'en resterai à cette C'est un sujet délicat pour les appréciation et à cette analyse. Et donc je comprends que ça puisse susciter des commentaires, de presse en particulier. Et il y a deux proches de Ségolène Royal qui sont rentrés au gouvernement. Je sais. C'est peut-être pas par hasard. Je sais que François Hollande a toujours un cap, que les décisions, c'est lui qui les prend, la preuve. Et donc, à partir de là, moi, je ne vais pas faire des commentaires sous les commentaires. Donc, Valérie Trierweiler s'est excusée, elle a bien fait? J'ai dit que j'avais toute confiance dans le président de la République. Les décisions sont prises. La preuve, encore une fois, on voit bien qu'il y a des lignes et des décisions qui sont prises. Et le président de la République est là. Donc maintenant, il faut que les choses se mettent en œuvre et qu'on avance. Dernière question, peut-être un petit peu maligne. Juste sur les Verts, Alain Vidali s'est allé un peu loin. Le ministre en charge des relations avec les parlements, il a dit qu'il n'avait pas forcément un droit de vote différent à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Je pense qu'il y aura des conditions à mettre pour le fonctionnement de cette majorité. On est au début et je crois comprendre qu'il peut y avoir quelques petits sujets, mais je pense qu'on aura besoin d'une majorité qui soit large et qui travaille de manière cohérente, même si on sait que nos amis d'Europe Écologie Les Verts seront toujours tentés de vouloir un peu aussi faire entendre leur propre voix. Merci Mickaël. Merci Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, merci beaucoup d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci. On se retrouve, Mickaël, évidemment. Les Calanques, un site à couper le souffle aux portes de Marseille et un parc national tout juste créé. Une concertation bidon. Voilà, en bois. Beaucoup de patience, beaucoup de compréhension et une sacrée endurance physique. Public Sénat revient sur la loi et la concertation destinée à protéger cet environnement menacé. Ils en discuté et puis après ils font ce qu'ils veulent.
Retour sur la réforme des parcs nationaux. Aujourd'hui à 14h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.